La manipulation des jeunes. Comment la prévenir? Un débat crucial pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. La jeunesse ivoirienne, la force vive de la nation, est-elle en danger? C'est la question centrale qui a animé le débat de l'émission La Voix des jeunes, organisée vendredi 26 septembre 2025 au siège de la concertation interpartie pour des élections démocratiques, la CIED, à Cocody, sous le thème La manipulation des jeunes. Comment la prévenir? L'émission a dressé un diagnostic sans appel des menaces qui pèsent sur la jeunesse. Animé par l'étudiante en sciences politiques Bocho Inès Davila, le plateau a réuni deux voix essentielles. Le docteur Blé-Pierre Norlander, président de la CIED, et Maïmouna Kouakou, responsable au sein de Youth for Peace Côte d'Ivoire. Désinformation et précarité, le cocktail de la vulnérabilité. Dès l'ouverture, le ton était donné. Les invités ont identifié les principales formes de manipulation. De la désinformation massive sur les réseaux sociaux aux promesses fallacieuses d'argent facile en passant par l'instrumentalisation politique visant à recruter de la chair à canon électorale. Dans cette dynamique explicative, Maïmouna Kouakou a mis en lumière la réalité du terrain, à savoir l'exploitation économique déguisée en opportunité et la manipulation communautaire sont des outils puissants. De son côté, le docteur Blé-Pierre Norlander a souligné l'analyse structurelle, insistant sur la sophistication des techniques utilisées par des acteurs cherchant la déstabilisation ou le maintien d'un pouvoir illégitime. À tour de rôle, les intervenants ont expliqué que cette vulnérabilité réside principalement dans le chômage massif, le sentiment de désœuvrement et le manque de perspective, des facteurs qui poussent les jeunes à rechercher rapidement une appartenance ou une reconnaissance. Sur ce registre, le docteur Norlander a notamment pointé le rôle d'un écosystème éducatif qui n'intègre pas suffisamment l'éducation aux médias et l'esprit critique. Quant à Maïmouna Kouakou, elle a plaidé pour des actions pragmatiques. L'intégration de l'éducation aux médias et à l'information et de l'éducation civique dès le plus jeune âge. La création de véritables opportunités économiques pour contrer l'appât du gain. Au niveau institutionnel, le docteur Norlander a insisté sur un partenariat fort entre l'État, la société civile et plateformes digitales pour un Internet plus sûr. Il a rappelé le rôle de vigie et de plaidoyer de la société civile pour des politiques publiques qui offrent un avenir crédible à la jeunesse. L'émission de la CIED a ainsi rappelé que la protection de la jeunesse n'est pas seulement une affaire d'État ou de parti, mais un engagement sociétal où la vigilance individuelle et l'engagement éclairé sont les clés. Eleanor Roosevelt disait « Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements et les petits esprits discutent des gens. » Alors rassurez-vous, aujourd'hui nous avons choisi d'être du côté de ceux qui discutent des idées. Autour de cette table, nous allons donner nos points de vue sur une thématique, sur une question vraiment cruciale. Pour tous ceux qui nous prennent en marche pour la première fois, nous sommes en Côte d'Ivoire et bientôt nous serons à l'orée de l'échéance électorale. Les jeunes qui constituent un nombre essentiel de la population ivoirienne sont souvent au cœur des débats, mais aussi au centre de nombreuses manipulations. D'où l'importance de notre sujet de ce soir qui est la manipulation des jeunes, comment la prévenir. Je suis Inès Davila Bocho, politologue de formation et également entrepreneur. Et en ce soir, j'ai la lourde responsabilité de conduire ce moment d'échange. Et je ne suis pas seule, je suis en compagnie de Maïmouna Kouakou, responsable de la commission Femmes, Paix et Sécurité au niveau du réseau Youth for Peace Côte d'Ivoire. Et c'était un véritable plaisir pour moi d'être là ce soir pour participer à cet échange. Alors, je suis Dr Blé, Pierre Norlander, président de la CIED. Je suis là ce soir pour vous accompagner. D'accord, merci beaucoup encore pour les différentes présentations, le décor ainsi planté. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais déjà, avant de rentrer en profondeur, on va déjà demander, de manière générale, c'est quoi la manipulation? Afin que tous ceux qui sont derrière leur... Et nous allons continuer à la suite. Déjà, merci pour cette question. Parler de manipulation, vous savez, un mot n'a de sens
que dans un contexte. Et naturellement, c'est parce que nous sommes à la veille des élections présidentielles prévues pour octobre 2025 que nous sommes aujourd'hui là pour discuter de cette thématique qui est d'une importance vraiment cruciale, qui est la manipulation des jeunes, comment la prévenir. Et ici, en contexte électoral, parler de manipulation, c'est tout autre que utiliser quelqu'un ou quelque chose comme un canal ou encore un moyen par lequel on va atteindre des objectifs qui nous sont propres et qui ne profitent pas de gain à celui qu'on a utilisé pour atteindre ces objectifs-là. Voilà ce qu'on entend par manipulation. Maintenant, revenons dans le contexte politique. Qu'est-ce qu'on entend ici par manipulation? C'est le fait pour des hommes politiques, des leaders d'opinion politique, d'utiliser cette jeunesse-là à des fins propres à eux-mêmes qu'à ses propres jeunes. Donc, ce n'est pas pour le bien des jeunes, mais c'est pour le bien de ces hommes politiques. C'est ce qu'on entend par manipulation. Wow. Déjà, merci déjà pour la première analyse. On va se tourner vers le Dr. Louis pour donner son avis également sur la question. Alors, évidemment, je pense que Miss Maïmouna a dit l'essentiel. En fait, la manipulation, c'est, comme elle l'a dit, hein, c'est utiliser quelqu'un ou bien des personnes pour atteindre un objectif. Dans le cas politique, les gens l'utilisent pour atteindre leurs objectifs politiques. Et de diverses manières. Et généralement, cette jeunesse est souvent pauvre. Alors, on peut utiliser les moyens financiers, on peut aussi utiliser des moyens religieux, on peut aussi utiliser plusieurs moyens. Donc, je pense que c'est exact. Quand on veut atteindre un objectif, pour un but bien précis, on utilise des personnes qui n'ont rien à voir en réalité comme gain ou bien comme avancée sociale. Cette manipulation, oui. Okay. C'est un mot. Merci beaucoup encore, merci encore pour l'intervention. Donc on retient que la manipulation, c'est le fait d'utiliser plusieurs stratégies afin d'aboutir à un but. Et le but-là dépend en fait de la personne en question. Ok, donc partant sur le premier point que nous venons d'énoncer là, j'aimerais savoir quelles sont les différentes formes de manipulation qu'on peut avoir, surtout lorsqu'on tend vers les élections, particulièrement en Côte d'Ivoire, donc on prend le cas de la Côte d'Ivoire. Alors, moi, je dirais que j'ai recensé essentiellement 3 types de manipulation. Mais pour moi, en fait, les 2 derniers découlent de la première forme de manipulation qui est pour moi la manipulation politique. Et la manipulation politique, comme je l'ai dit tantôt, c'est lorsque des dirigeants politiques, des leaders d'opinion politique utilisent des gens comme moyen pour atteindre un objectif qui leur est propre. C'est-à-dire les personnes qu'ils utilisent sont extérieures à l'objectif. Ils n'auront pas de gain de cause. Et ça, c'est de la manipulation politique. Et ça se fait comment? Généralement, ce qu'ils font, c'est que quand ils sont, surtout en Côte d'Ivoire, quand on remonte un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire, on se rend compte qu'il y a eu pas mal de tumultes entre les différentes ethnies et tout. Donc, ce sont ces clivages ethniques-là que ces hommes politiques utilisent pour manipuler la jeunesse. Et donc, souvent aussi, la deuxième forme de manipulation, je veux dire ça directement, qui est la manipulation économique. C'est le fait de proposer de l'argent à quelqu'un contre un service qui ne lui est pas profitable. Ça, c'est de la manipulation économique. Et maintenant, la dernière forme de manipulation que j'ai pu recenser, c'est la manipulation sociale. C'est le fait d'utiliser les clivages ethniques, de propager des discours de haine, pour diviser les jeunes pour leur vendre des idéaux de sorte à ce que ces jeunes-là deviennent des fauteurs de troubles. Ça, c'est de la manipulation sociale. Et en Côte d'Ivoire, c'est ce qui est récurrent. Vu qu'il y a pas mal de différents entre les... Et ce sont les politiques qui l'ont créé, diviser pour mieux régner. Et donc, ils ont divisé la jeunesse de sorte à ce qu'on remonte une ethnie contre l'autre. On entend des BD dire que les Jula ne sont pas de la Côte d'Ivoire. On entend certains Jula dire que les BD ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Et c'est justement ça que ces hommes politiques utilisent pour manipuler cette jeunesse-là. Ils viennent avec des promesses, souvent dire que si vous votez pour moi, par exemple, les BD vont bénéficier de telle chose. Ou si vous votez pour moi, par exemple, les Jula vont bénéficier de cette chose. Et automatiquement, des gens qui ont gardé des frustrations depuis des années vont se mettre derrière cette personne-là et vont faire tout ce que cette personne-là va demander. Alors que, en réalité, ce n'est pas leur bien que cette personne recherche sur ses propres intérêts.
On retient déjà qu'il y a la manipulation politique, la manipulation économique et la manipulation sociale. Donc, ce sont ces différentes formes de manipulation-là que nos politiques utilisent en fait pour pouvoir avoir en fait l'esprit de ces jeunes-là, de nous, les jeunes. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne fait pas partie de cette catégorie de jeunes. Oui, également, on va écouter aussi l'avis de oui, ben, je suis d'avis avec elle. Parce que nos hommes politiques utilisent effectivement ces trois formes de manipulation. Économique, sociale, et puis aussi la manipulation de la violence aussi. Parce que aller dire, bon, par exemple, aller attaquer Paul, parce que Paul me nuit dans mes avancées politiques. Donc, bon, on organise une situation qui mettra Paul en mal. Ça, c'est de la manipulation. Et ça, c'est de la violence. Alors, l'économique, c'est... Je veux être celui qui est, je peux dire, en passe de prendre l'électorat. Donc, j'avance de l'argent. Je dis aux jeunes, voilà 10 000, voilà ceci, voilà cela. En tout cas, je vous promets ça. Si vous faites ça, bon. C'est genre de comportement et d'action que mènent nos hommes politiques amène des fois la violence à nos jeunes. Bon. C'est des choses à proscrire de la politique. Et la troisième forme, c'est, bon, elle a parlé de forme sociale, mais à l'intérieur de cette forme sociale, nous avons ce qui est religieux. On me dit, bon, en tout cas, si je suis de votre religion, automatiquement, vous aurez des faveurs si je suis là. Alors, ou bien ils sont contre nous, donc faisons ensemble pour être ensemble. Ça, c'est une autre forme. Maintenant, il y a l'ethnie qui intervient. Nous sommes de la même région, faisons tout pour gagner cette élection, faisons tout pour faire. On doit cultiver, dites à nos jeunes qu'il faut cultiver l'idée nation. Quand on est dans un pays, c'est la nation qui compte. Et donc, pour moi, ces trois formes, il y en a plusieurs, il y a plus de 10 formes. Je pense qu'il faut proscrire ça pour que nos jeunes apprennent, je veux dire, arrivent à aimer la politique. Parce que ça sème la zizanie, ça sème la haine et ça éloigne la jeunesse de la politique. Donc, évitons, je pense que ces trois formes-là, on peut les prendre déjà comme, dans le cas de la Côte d'Ivoire, comme des formes vraiment régulières. Mais justement, pourquoi ces jeunes-là même sont autant vulnérables? Moi, je dirais déjà que les jeunes sont vulnérables parce que déjà, ils font face à un problème vraiment qui est très crucial. C'est la question du chômage. On n'en parle pas assez, mais parce que moi je le dis tout le temps, on manipule quand il y a matière à manipuler. Ça, c'est vrai. Et généralement, on utilise les mots que les gens vivent au quotidien pour venir leur faire des propositions et les manipuler. Et on sait qu'en Côte d'Ivoire, voilà, pour l'exemple, vu que je suis ivoirienne, autant prendre chez moi. En Côte d'Ivoire, la question du chômage, c'est vraiment quelque chose qui concerne vraiment les jeunes. Les jeunes font face à ce problème-là. Et donc, quand quelqu'un vient avec, par exemple, des promesses de travail, naturellement, pour moi qui suis en train de chercher du travail depuis peut-être 5 ans, j'ai fini mes études, j'ai un master, mais je n'arrive pas à me trouver un travail qui va me procurer un bon salaire, qui va me permettre d'avoir une vie décente. Si quelqu'un vient me dire, si tu votes pour moi, si j'arrive au pouvoir, je vais te donner du travail à toi et à tes frères. Mais à la place de mes études, qu'est-ce que vous faites? Naturellement, vous avez su cette personne-là. Et aussi, il y a la question de la reconnaissance. Les jeunes ont cette soif de reconnaissance et d'appartenance. Oui. Voilà, ils sont en quête d'appartenance. C'est-à-dire que si, par exemple, ils votent pour cet individu aujourd'hui, il va dire que demain, X va venir dire, comme Y a voté pour moi aujourd'hui, il faut que je fasse telle chose pour cette personne. Ou du moins, dans ses discours, il va dire, si j'ai pu être là aujourd'hui, c'est à cause de cet individu. Et vous savez, l'être humain aime être flatté. On aime tous être flattés. Et donc, surtout quand quelqu'un dit, si je suis arrivé là aujourd'hui, c'est à cause de telle personne. Non, mais ça fait plaisir à entendre. Quand vous faites quelqu'un, puis la personne le reconnaît. Et il y a ce problème aussi. Les jeunes sont en quête, ils ont soif d'appartenance et de reconnaissance. Et il y a un autre problème aussi qui fait qu'ils sont vulnérables. Mais je trouve que c'est très important. Il faut en parler. C'est le manque d'éducation civique.
Et ça, je le déplore. C'est le manque d'éducation civique. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas la véritable connaissance de ce qu'on appelle un citoyen. Le vote, on a l'impression que le vote en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, c'est devenu comme une corvée. Pourtant, le vote, c'est un droit. C'est même pas un devoir, c'est un droit. Et le vote, c'est quoi? C'est le moyen par lequel tu vas aller choisir la personne qui sera à la tête, qui va te diriger pendant au moins 5 ans. Mais les gens n'ont même pas conscience de cela. Et on joue avec notre droit. Un droit que les gens ont lutté des années pour avoir. Nous, on l'a. Et on joue avec. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est le manque d'éducation civique. Et le manque d'éducation politique également. Ça fait qu'aujourd'hui, quand les hommes politiques ils viennent, ils savent que ces jeunes qui sont en face de nous n'ont pas d'éducation. Donc il faut jouer en fait sur des éléments comme l'argent pour les avoir. Parce que de toutes les manières, ils ne sont pas basés sur des programmes. C'est-à-dire que si vous venez avec des programmes, ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qu'à l'instant T, vous pouvez les offrir. Et imaginez, je vais vous donner un exemple, ça paraît anodin, mais imaginez, à l'élection qui arrive, la CEI a annoncé qu'il y avait 60 candidatures qui avaient été déposées, n'est-ce pas? Et imaginez ces 60 personnes en train de faire leur campagne. Et si chaque candidat doit donner 5 000 francs à un individu. Non, en fait, c'est une réalité. Et les gens se font parce que les gens se disent que de toutes les manières, ceux qui sont au pouvoir depuis combien d'années n'ont rien fait pour nous. Justement. Ils sont venus avec des promesses tout comme ceux-là. Mais eux, au moins, ils nous donnent 5 000 francs peut-être. Avec 5 000 francs, peut-être que je peux manger cette journée. C'est vrai que ça ne va pas me suffire pour toute l'année. Mais de toutes les manières, eux, ils sont là depuis combien d'années? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi de manière concrète? Rien. Donc, ces individus-là, on peut les juger, mais ils ont leur raison. Ils ont leur raison. Donc, pour moi, en fait, ce sont ces 3 causes fondamentales qui font que les jeunes sont vraiment très vulnérables. La question du chômage, il y a la soif de reconnaissance et d'appartenance. Et pour finir, et ce qui est le plus important pour moi, c'est le manque d'éducation civique qui fait qu'ils sont la cible privilégiée de ces hommes politiques qui n'ont pas en réalité de programme, de propositions concrètes à leur faire. Donc, ils viennent jouer sur ces éléments pour les avoir. Pour ajouter également à ce que vous venez de donner comme explication, et il y a un autre élément aussi qu'on néglige le plus souvent, c'est-à-dire l'intervention de la couche familiale. C'est-à-dire qu'à la maison, nous sommes en Afrique, nous sommes en Côte d'Ivoire. Souvent, tu entends papa dire à telle personne ne vote pas pour telle personne, ne vote pas pour telle personne. Et souvent, ça crée une certaine confusion dans l'esprit du jeune, dans l'esprit des jeunes que nous sommes. Donc, du coup, pour revenir un peu sur ce que notre condisciple vient de dire ici, il faut se cultiver parce que c'est la base. L'instruction est la base de toute chose, la connaissance. Parce que si tu ne connais pas, il sera facile en fait pour toi d'être manipulé, d'être en fait au vu de tout le monde parce que tu ignores plein de choses. Donc, monsieur... Oui. Alors, c'est pourquoi nous, à la CIF, nous recherchons ces mots-là pour soigner notre jeunesse. Et ce qu'elle vient de dire comme mot, qui expose notre jeunesse. Et nous sommes obligés, nous, à la CIF, notre rôle, c'est de former les jeunes. Sensibiliser, former tous les citoyens à ce qu'ils comprennent leurs actes qu'ils posent. Voilà. Quand on forme le militant, elle a parlé de civisme. Alors, celui-là qui ne connaît même pas qu'en Côte d'Ivoire, on a l'hymne national, il y a ta façon d'aller voter, le vote n'est pas obligatoire, mais le vote c'est quoi? Tout ça, ils ignorent ça. Justement. Mais cette ignorance-là, il faut évidemment la mettre de côté en les formant. C'est-à-dire aujourd'hui, les militants des partis politiques sont ceux-là même qui n'ont pas de notion politique. Mais il faut les amener à comprendre l'idéologie même qu'ils poursuivent ou bien qu'ils pratiquent chaque jour, mais de façon contraire. Mais donc, il faut les former. Il faut former nos militants, nos jeunes, nos citoyens, afin que le monde parle le même langage. Sinon, le monde politique continuera toujours dans cette manipulation pour créer de la peine à cette jeunesse-là et même à tout un pays. Donc je pense qu'elle a vraiment défini les mots qui rongent notre jeunesse et notre société d'ailleurs.
Mais il faut aller à l'instruction, l'éducation. Il faut avoir une éducation politique, une formation politique et du civisme, une formation de citoyenneté. C'est très important pour notre avancée en politique. Tout un chacun doit connaître au moins le b.a.-ba de ce qu'il va défendre. Justement. Et c'est pourquoi nous jugeons utile de former les jeunes, les citoyens et aussi les militants, ceux-là même qui ont pour métier de la politique. Il faut qu'ils soient formés. Donc, je conviens avec elle, mais en même temps, je déballe un peu ce que nous faisons pour améliorer cette carence qui nuit à notre société, à notre jeunesse. Et pour terminer avec cette question, j'aimerais ajouter cette phrase, c'est qu'un jeune sans perspective devient une proie facile, alors qu'un jeune conscient devient une force. Donc soyons des jeunes conscients pour constituer une force pour notre nation, pour notre pays, la petite France. Ça, c'est vraiment important. En tout cas, à la fin, on va répéter encore pour que autant de ces jeunes derrière les écrans puissent comprendre réellement. Mais justement, je veux en venir à une question qui me taraude l'esprit, la question des réseaux sociaux, des médias en général, mais en particulier des réseaux sociaux. Quel est le rôle véritable des réseaux sociaux? Bon, en réalité, leur devoir devait être l'opportunité d'éduquer notre jeunesse, d'éduquer les citoyens. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est le contraire. Et ça, je pense que d'ailleurs, c'est une bonne chose. Je crois que le procureur de la République est en train de faire un travail pour essayer de traquer toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui rapportent n'importe quoi souvent. Ce n'est pas la vérité. À 90%, ce n'est pas vrai. Et ça traîne beaucoup de séquelles à nos jeunes. Parce que c'est eux-mêmes qui sont sur les réseaux sociaux souvent qui regardent. Donc ils ont des informations erronées ou alors des intox. Alors je crois qu'il faut vraiment faire très attention aux réseaux. Il faut s'en méfier d'ailleurs, je pense. Ce que je voulais dire à nos jeunes, il faut s'en méfier et faire en sorte que avant de propager une nouvelle sur les réseaux sociaux, il faut vérifier la fiabilité de l'information. Exactement. Et c'est pourquoi il faut éviter de donner aussi des discours qui ne tiennent pas la route et qui provoquent la haine dans la population. Donc, ce sont des choses que nous devons suivre et je crois que nos autorités font bien de suivre ça de près afin qu'on ait un contrôle sur la situation. Alors, parlons du rôle de l'éducation, des médias et des réseaux sociaux. Et c'est avec une délicatesse que je veux aborder en fait cette question. Déjà, même au niveau de l'éducation. Déjà, il faut savoir que l'éducation, c'est la base de toute chose, d'une société. Si vous formez les gens, qu'ils ont une institution, qu'ils sont instruits, naturellement, les gens ne vont pas venir du rêve. C'est ça. Parce qu'ils ont l'esprit critique, ils peuvent analyser les informations qu'ils reçoivent. C'est ça. Bien analyser, réfléchir avant de prendre une décision ou avant de suivre quelqu'un. Et donc, l'élément sur lequel il faut vraiment mettre l'accent, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Parce que si tu n'éduques pas la personne, que devant la base, ça se complique, ça sera vraiment très difficile de ramener cette personne. Donc, si la personne est éduquée, la personne a un minimum d'esprit critique pour analyser les situations en toute conscience. Et aussi, maintenant, parlons du rôle maintenant des médias et des réseaux sociaux. Et ça, en fait, il faut le dire, c'est un couteau à double tranchant. Et la formule en mathématiques où on dit si et seulement si, bien à point nommé ici. Les réseaux sociaux peuvent être bénéfiques si et seulement si on sait les utiliser. Parce qu'on a l'impression que souvent, c'est les médias même qui font de la manipulation de l'information. Justement. Et c'est pour ça que j'ai commencé par l'éducation. Parce que si tu as un certain niveau d'esprit critique, quand bien même que ces médias-là vont essayer de faire de la manipulation de l'information, toi, avec ton esprit critique, tu auras une autre manière de voir cette information. Tu vas orienter la question dans tous les sens pour voir la véracité de l'information. Mais si tu n'as pas d'éducation, que tu n'es pas instruit, tu prends toutes les informations qui te viennent. Et aujourd'hui, avec le développement de l'intelligence artificielle, et les choses sont devenues de plus en plus compliquées. Aujourd'hui, avec une intelligence artificielle, vous, M. Blé, qui est assis ici, on vous fait juste une photo. Étant assis ici, et on vous met la photo de la tour Eiffel derrière, et on dit M. Blé est à Paris, on visite à Paris, dans les rues de Paris.
Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et il n'y a même pas très longtemps, il y avait une marche de l'opposition et j'ai vu des fake news. C'est-à-dire il y avait des gens qui tenaient des pancartes écrits dessus. Dioula, c'est pas ethnique de Côte d'Ivoire. Non, mais pour quelqu'un qui ne prend pas de recul, voilà, qui ne prend pas de recul et qui prend et qui ne connaît pas la sociologie ivoirienne, qui prend la chose telle qu'elle vient automatiquement, il va se dire que ces gens-là sont contre les Dioula, donc je vais aller remonter mes frères Dioula, on va aller faire une autre marche contre ces personnes-là. Et alors, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la violence. Donc, comme je le disais, c'était plutôt à double tranchant et il faut faire très attention en l'utilisant. De la même manière que les réseaux sociaux, les médias peuvent nous être bénéfiques, c'est de cette même manière qu'il y a des désavantages. Parce que toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Maintenant, il faut peser. Est-ce que les avantages sont supérieurs aux inconvénients? Est-ce que les inconvénients sont supérieurs aux avantages? Et en fonction de ça, essayer de trouver une posture équilibrée entre tous ces réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut composer sans les réseaux sociaux. Ça, il faut le dire. Oui. Nous sommes à l'ère du numérique. De la digitalisation. Voilà, il y a des personnes qui critiquent, qui disent que l'intelligence artificielle, c'est pas bon, il faut supprimer. Ils ont peur que ça dépasse l'homme. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que la technologie vient pour aider l'homme dans le travail. Il faut juste trouver le moyen. Il faut trouver l'équilibre entre les éléments que la technologie nous donne. Avant, pour faire par exemple un résumé de texte, tu dois lire le texte en entier. Mais aujourd'hui, par exemple, avec ChatGPT, les gens n'aiment pas trop qu'on en parle. Pourtant, c'est une réalité. Avec ChatGPT, tu peux rapidement faire ton résumé. Mais ça suppose que toi-même, tu as un minimum d'intelligence avant de l'utiliser. Parce que ChatGPT, lui, te donne le bouillon, par exemple. Et toi, en fonction de tes connaissances, tu vas adapter maintenant le bouillon au travail que tu veux. Mais si tu n'as même pas un minimum d'intelligence à la base, c'est pas possible. Donc, il faut faire vraiment très attention avec tous ces éléments qu'on a aujourd'hui, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les médias, parce que voilà, comme je l'ai dit, ça peut nous être utile, comme ça peut nous vraiment créer des problèmes plus tard. Alors, Alain, merci encore pour votre intervention. Franchement, on ressort enrichi de cet échange-là. Et actuellement, en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, je dirais, nous avons la présence de plusieurs organismes, des associations, des groupes, des mouvements, plein de trucs en fait. Alors, je souhaiterais, on veut savoir quel rôle la société civile, les associations, les ONG peuvent jouer en fait pour éduquer cette jeunesse-là. Donc, c'est avec cette question. Déjà, quand on parle de société civile, c'est toute organisation de la société civile apolitique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rattachement politique avec un parti, par exemple, au pouvoir, que ce soit l'opposition ou un parti au pouvoir. Ça, c'est la société civile. Ça peut être les ONG, par exemple. Ça, c'est une organisation de la société civile. Maintenant, de manière concrète, qu'est-ce que ces structures-là doivent faire justement pour pallier à ce problème de manipulation des jeunes, surtout en période électorale? C'est déjà d'adopter une posture équilibriste. Équilibriste, oui. Donc, ils doivent être le relais, normalement, entre la population et les instances publiques et les instances politiques. Donc, ils doivent être équilibrés. Ils ne doivent pas prendre de parti. Ça, c'est déjà la première chose. Premier point. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Le second point que je voulais aborder, c'est de faire des sensibilisations. En toute chose, il faut sensibiliser. Sensibiliser. Parce qu'après, souvent, si les organisations de la société civile n'ont pas souvent les moyens économiques qu'il faut pour faire le travail à grande échelle, mais déjà, c'est-à-dire chacun doit faire sa place à son niveau. C'est déjà dans les salons avec les débats. Avec même sa propre famille déjà. Justement, ça ne veut pas parler de la couche familiale. Exactement. Il faut partir de là parce qu'un jeune n'est pas éduqué à la famille, les amis proches, les frères du quartier, à petite échelle, et au fur et à mesure, on essaie de monter en grade, Donc, former, sensibiliser, organiser des panels, des séminaires pour former les jeunes sur cette thématique. Et ça me fait que cette émission, et c'est très salutaire en fait. C'est très salutaire. Et moi, je remercie la CIEP pour cette lucane et surtout qu'elle donne l'opportunité en fait à la jeunesse de ces jeunes. Parce que, comme le disait Nelson Mandela, tout ce qui se fait pour nous sans nous est en réalité contre nous. Donc, pour une telle thématique, qui de mieux placé que nous-mêmes jeunes pour venir parler des choses qui nous concernent? Donc, toujours revenons encore dans le rôle de la société civile, comme je le disais, il doit avoir une posture équilibriste et faire des missions de sensibilisation. Former. Et puis, ça doit être, comment je vais dire, une formation, une sensibilisation à échelle pyramidale. C'est-à-dire, je te forme, à ton tour, tu vas former deux personnes, deux personnes vont former peut-être deux autres personnes, et ainsi de suite, on va toucher une plus grande quantité de personnes. Et c'est ça que la société civile doit jouer comme rôle dans cette histoire de manipulation de la jeunesse. Merci encore pour l'intervention. Un peu se pencher dans notre avis
je suis d'avis avec elle, mais sur ce point-là, nous, au niveau des partis politiques, je demande que les partis politiques forment leurs militants, forment leur jeunesse, afin que ces jeunes-là puissent comprendre, connaître la différence entre le mal et le bien. Ce qu'ils font ce qu'ils posent comme acte. Former une jeunesse politique permet d'éviter la violence. Former une jeunesse politique permet de comprendre l'intérêt, sinon le bien-être du peuple. On vient en politique pour aider le peuple et non pour détruire le peuple. Alors, la formation, l'information et la sensibilisation doivent être les leviers permettant à notre jeunesse de suivre la bonne voie. Et donc ça, c'est le travail des partis politiques. En interne d'abord, et puis celui des citoyens. Dans les régions où nous sommes représentés dans la cellule familiale, comme vous avez dit. Il faut commencer là, à sensibiliser, à former. Même les causeries permettent d'ouvrir l'esprit. Parce que quelqu'un qui a un esprit ouvert s'adapte, s'accommode aux autres. Et donc, créer l'amour, la fraternité, la solidarité, ce sont des valeurs que nous devons employer d'abord dans la cellule familiale, ensuite dans nos chapelles politiques et aussi dans nos ONG, un peu partout où nous passons. Ce sont des valeurs vraiment implémentées pour que le citoyen soit un homme normal. Voilà, loin de la violence et loin des dangers qui rongent notre monde. Et pour rajouter à ce que M. vient de dire, en tant que jeunes aussi ivoiriens, nous devons développer l'esprit national. Ça, c'est très important. À un moment donné, il faut qu'on laisse les différences ethniques, les différences religieuses de côté. Et qu'on marche tous ensemble en tant qu'Ivoiriens. Qu'on fasse fi de celui qui vient du nord, qu'on fasse fi de celui qui vient du sud, du centre, de l'est ou de l'ouest. On est tous Ivoiriens. Et c'est ce qui fait notre particularité. Moi, je dis toujours que la différence, plutôt que d'être une âme, c'est-à-dire plutôt que d'être une âme de division, doit être une force. On est plus de 60 ethnies, c'est une richesse. Mais plutôt que de l'exploiter à de bonnes fins, ces hommes politiques l'utilisent pour nous diviser. Donc, il faut qu'on ait cette notion d'État-nation en tête. Dire qu'on est tous Ivoiriens, que ce soit du Nord, que ce soit de l'Est, que ce soit chrétien, que ce soit musulman. La Côte d'Ivoire, c'est un pays laïque. C'est un pays laïque. Et moi, je m'appelle Maïmouna Kouakou. C'est ça, en fait. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de brassage. Cette variété. Voilà, un pied au nord, un pied au centre, un pied à l'ouest. Et c'est ça notre richesse. Il faut qu'à un moment donné, on comprenne ça. Et il faut qu'on comprenne aussi que la Côte d'Ivoire, elle est unique. On ne va pas détruire notre pays et aller remplir le pays des gens. Non. Si on veut développer notre pays, c'est dans la paix. Il n'y a pas de développement dans la guerre. On se plaint qu'il y a le chômage, mais s'il y a la guerre, il n'y a pas de travail. Déjà, même qu'il n'y a pas de guerre, on n'arrive pas à travailler. Imaginez si la guerre survient, il est clair que les problèmes vont s'aggraver. Donc, c'est ce que je voulais dire pour enchérir sur ce que M. B avait. Et même pour ajouter quelque chose encore à ce que dit, effectivement, ce qui doit prévaloir, c'est l'idée nation. Exactement. Consolider les valeurs que nous avons pour que cette nation-là. Moi, à notre temps, excusez-moi si je bien longtemps en arrière, on ne connaissait pas qui était du Nord, qui était du Sud. Moi, je suis né à Séguéla. Je suis né au Nord. Ça, c'est chez moi, ça. J'ai fait mon enfance là-bas. Après, je suis allé à Bondougou, les Oudianais, tout ça. On a fait tous ces points-là. Parce que le fonctionnaire qui était originaire du Sud allait travailler au Nord. Celui qui était du Nord venait au Sud. Et même à l'époque, les affectations de collégiens se faisaient des régions, on t'amenait dans une région où tu ne connaissais personne. Mais c'était une manière, c'était une éducation pour permettre au peuple d'appréhender cette valeur-là. Voilà. Pour qu'on ait ça dans nos cultures. Et ça a bien marché. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens aujourd'hui sont devenus un peu différents de ce qui était? Mais il faut reprendre ça. Justement. Il faut vraiment réécrire l'idée nation, comme disait Maïmouna, pour que nous puissions
être ensemble, vivre dans la diversité qui est une richesse. C'est-à-dire la région du Nord, la région du Sud, la région du Centre et de l'Ouest, on se retrouve, cette diversité culturelle qui est un brassage vraiment de la nation, va permettre une solidité à tout ce que nous faisons, politiquement, culturellement, et puis aussi socialement. Oui. Donc vraiment, je suis vraiment d'accord avec elle sur cette idée nation, pour que chacun ne se dise pas, je suis de ce là, je suis de là, non, tu es ivoirienne, point. C'est tout. C'est tout. C'est ce que nous demandons à nos jeunes aujourd'hui, qui ne savent pas d'où ils viennent, mais qui sont ivoiriens. Et qui cultivent l'ivoirité, mais dans le positif. Voilà. Je ne veux pas une ivoirité négative. Franchement, merci encore pour vos interventions sur cette question-là. On peut parler jusqu'à demain, mais vu qu'on a un petit temps qui nous est destiné, vous allez donner en quelques mots de manière rapide votre mot de fin pour que nos frères derrière leurs écrans puissent retenir quelque chose de concret, ou également, rapidement, hein, parce que... Bon. Alors, galanterie oblige, hein, donc je vais commencer. Vous allez-y. Alors moi, je dirais déjà, comme vous le faites, que cette histoire de manipulation des jeunes est à deux précisément. Au niveau des jeunes eux-mêmes, mais au niveau aussi du pouvoir en place. Parce que si les jeunes sont vulnérables, c'est parce qu'il y a le manque d'opportunités économiques, par exemple. Il y a le manque, il y a un adage qui dit, si tu vas à l'hôpital et que tu n'arrives pas à expliquer ton mal, on ne peut pas te faire un diagnostic. Mais si tu arrives à 10, c'est le mal que tu ressens, on peut faire ton diagnostic et te soigner. Et là, on a déjà relevé les problèmes. Si tu connais les causes, c'est que naturellement, tu connais aussi les solutions. L'un des problèmes, c'était quoi? Le manque d'éducation civique et politique. Donc, on doit donner de plus en plus d'éducation civique et politique. Les gens le font. Il y a plusieurs structures qui le font déjà. Mais c'est un travail, voilà, il y a encore beaucoup à faire. Il y a déjà quelque chose qui est fait, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc, il faut renforcer, développer, et à chaque fois multiplier ces formations-là. Et aussi, créer des opportunités économiques. S'il y a du travail, c'est-à-dire quand tu es occupé à faire quelque chose, quelqu'un ne peut pas faire. C'est difficile d'être dans... Parce que si tu imaginez un jeune qui travaille, qui perçoit peut-être, même si c'est 200 000 par mois, il peut se payer sa maison, il peut acheter de quoi se nourrir, il peut s'habiller décemment. Vous pensez que si quelqu'un vient lui proposer 2000 francs pour aller voter, vous pensez qu'il va voter? Non. Je ne pense pas. Et puis aussi sensibiliser massivement, éduquer, créer des opportunités économiques et sensibiliser. Parce qu'il ne suffit pas de le sensibiliser, de dire non, il ne faut pas manipuler, mais après il faut créer les conditions, afin que tout puisse aller dans le même sens. Pas que ces jeunes-là soient manipulés. Donc je vais terminer sur ça et laisser un message à la jeunesse, c'est que la Côte d'Ivoire est une. Le détournement de nos pays pour des hommes politiques. Justement. Parce que pendant qu'on sera en train de s'entre-déchirer ici, ils vont prendre l'avion et ils vont aller s'installer à l'étranger pendant qu'on sera en train de s'entretuer. Avec des enfants dans des... Exactement. Et après, c'est nous qui allons vivre encore les séquelles de cette guerre-là. Je n'ai pas vécu la guerre de 2010, je n'ai pas vécu la rébellion armée de 2002, mais de ce que j'ai entendu, je pense qu'on ne doit pas retourner à ça. Cultivons l'esprit de l'État-nation. Et marchons ensemble, main dans la main, qu'on soit du nord, du sud, du centre ou de l'ouest, et ne laissons pas les politiques difficiles. Franchement, merci encore, merci. Je pense que c'est vraiment une belle intervention. Un dernier mot également, on va arracher quelques mots rapidement. Je vous remercie. Et je voudrais d'abord lancer un message à notre jeunesse. La Côte d'Ivoire vous appartient. Évitez d'être manipulé par qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Parce qu'il ne faut pas se laisser induire en erreur. Ces gens-là vont vous induire en erreur, mais ils ne pourront pas être là quand vous serez aux arrêts. C'est ça. Ou alors en danger. Celui qui n'a pas vu le lion, et celui qui a vu le lion n'a pas la même manière. Ça c'est vrai. Donc, je demande à cette jeunesse de rester vraiment droit dans leur comportement et éviter que des gens viennent leur donner des idées, des instructions négatives. J'accepterais qu'ils prennent des instructions positives qui relèvent de la bonne gestion de notre pays. Mais aller les induire en erreur pour faire
des choses qui ne sont pas bonnes pour leur pays, mais il faut qu'ils se souviennent. On a un seul pays. Et dans ce pays-là, on doit faire en sorte que la solidarité, la paix, la violence, la non-violence, je voulais dire, et aussi le consensus soit le credo par lequel nous devons sauver nos pays. C'est-à-dire, aujourd'hui, que tu sois jeune, que tu sois adulte, que tu sois vieux ou bébé, mais nous avons un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, où doit régner des valeurs de solidarité, d'appartenance et de valeurs culturelles. On doit vraiment nous approprier le fait d'être sensibilisés et de sensibiliser également pour que notre nation renoue avec la paix. Les violences, on sait quand elles commencent, mais on ne sait pas quand elles finissent. Évitons-la, chers Ivoiriens, évitez la violence, que notre pays, à cette période électorale de la présidentielle, que chaque politique prenne le courage de reconnaître sa défaillance et la corriger. Merci beaucoup. Franchement, on ressort enrichi et je tiens également à vous dire merci encore pour votre présence en ce soir. Et on espère que nous, au sorti de cet échange-là, plusieurs jeunes également seront motivés à venir s'exprimer de manière intelligente sur des questions qui détruisent notre société. Alors moi, en mot de fin, je peux dire tout simplement que là où l'ignorance hurle avec arrogance, le silence, la connaissance, le savoir enseigne avec élégance. Alors, chers jeunes de Côte d'Ivoire, commençons maintenant à nous instruire, à choisir la voie de la responsabilité. Parce que ce n'est que avec le savoir, notre connaissance, que nous pourrons vraiment prendre part à des questions, sur des questions politiques, sociales, à tous les niveaux. Donc, commence maintenant, on n'attend pas demain, car la jeunesse, c'est nous. La jeunesse, c'est maintenant qu'on commence. Merci beaucoup encore et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne-là, à relayer l'information. Au lieu de scroller sur TikTok, Facebook, Instagram, je dis, mais venez sur des chaînes qui vont nourrir votre esprit. Sur ce, bonne soirée.